Zhang Haibing est un masseur ayant une déficience visuelle. Il vit dans la province du Zhejiang. Pour lui, faire les courses est un vrai défi. Maintenant, et grâce à la nouvelle technologie du paiement mobile, cette tâche est grandement facilitée. Je vous propose d'ouvrir un compte en moins de 8 minutes, ce qui est tout de même une performance quand on connaît l'expérience actuelle. Ça peut être également dans tout ce qui est agrégation de comptes, avoir un seul portail qui vous donne toute votre situation. Institutions de Bretton Woods disent que pour se développer, il faut juste apporter de l'argent et de la technologie. Collecter de l'argent pour permettre aux grévistes de tenir bon, c'est la démarche de nombreux syndicats. Cette somme, destinée à 4 projets d'aide humanitaire, tient compte non seulement des réfugiés centrafricains et nigérians, mais aussi des familles d'accueil camerounaises. The single biggest incident of wealth redistribution in history. Their networks are getting attacked. $13 million. That's exactly how much they lost. Dans ce quartier populaire de Nairobi, Eugène nettoie sa toute nouvelle moto. Cela fait 8 mois qu'il a commencé à investir dans les monnaies virtuelles. L'an passé, son train de vie a fortement augmenté. Grâce au Bitcoin, il gagne plus de 650 € par mois contre en moyenne 98 dans le pays. 2, 3, 4, 5e journée Moonshot. Comme vous le savez tous, c'est sur la FinTech aujourd'hui. Donc je vais vous présenter nos speakers du jour avec Mayol. Je vous invite à venir vous présenter à toutes nos régions qui sont ultra attentifs, Pierre-Emmanuel et Florent. Donc Mayol qui va commencer le premier talk. Mayol Watkamp, c'est la Head of User Experience chez Pumpkin. J'imagine que certains d'entre vous connaissent Pumpkin, puisque c'est les petits paiements et remboursements entre amis. Ensuite, ce sera Pierre-Emmanuel qui parlera. C'est Pierre-Emmanuel Granger, c'est le fondateur de Microdon. Donc on parlera du microdon, du crowd, etc. Et ensuite, il y aura Florent, en 3e talk, qui est le cofondateur et le CEO de Bruno. C'est un chatbot qui permet aux jeunes comme vous, qu'on a tendance à appeler les millennials, d'épargner de petits montants. Donc je vais inviter Mayol à prendre place et nous expliquer comment ça marche super bien Pumpkin, et le micro marche, ouais. Et je te laisse parler pendant 10 minutes. Déjà bonjour, je suis hyper contente d'être ici et je voulais déjà vous dire avant de commencer qu'on avait 3 devs d'Epitech chez nous, chez Pumpkin. Les 3, enfin 2 qui étaient en alternance qui sont en CDI maintenant et un qui est en alternance aussi chez nous aujourd'hui. Ça se passe super bien, voilà, donc je suis hyper contente d'être ici. Pour ceux qui, je sais pas, juste pour vous rappeler, donc je vais ensuite vous dire un peu ce que je fais chez Pumpkin, mais Pumpkin en 2 mots, c'est une application qui permet d'envoyer de l'argent à ses amis, donc c'est hyper simple. Une fois que tu as créé ton compte et que tu as enregistré ta carte bleue, tu as juste à mettre le numéro de téléphone du destinataire, ou tu le trouves dans ton répertoire ou sur ton compte Facebook. Et ensuite, tu mets le montant, un commentaire si tu as envie et tu envoies l'argent. Ton pote va avoir l'argent sur son compte, il va pouvoir l'utiliser pour payer d'autres personnes ou le rapatrier sur son compte bancaire s'il veut. Aujourd'hui, on a 500 000 utilisateurs, 45 salariés. Il y a 10 millions d'euros qui sont échangés chaque mois entre nos membres. Donc voilà, les transactions moyennes, c'est à peu près 24 €. Puis l'été ou en fonction des périodes de l'année, ça va un peu varier en fonction de ce que font nos utilisateurs. En gros, donc à l'origine, on a répondu à un problème qui était qu'on n'avait jamais de chèque, c'était hyper galère de rentrer un RIB, de se payer. Moi, je vais plus vous parler de ce que je fais aujourd'hui et comment on continue aujourd'hui à toujours essayer de répondre aux problématiques de nos utilisateurs. Donc moi, mon job, c'est Head of User Experience. En gros, je coordonne 3 équipes qui représentent une dizaine de personnes avec la data, le service client et un pôle qu'on est en train d'ouvrir qui s'appelle grosse rétention. En gros, mon métier, c'est avec la connaissance hyper fine que j'ai de notre communauté, de qui sont nos utilisateurs,
à la fois avec une vision quanti, data et une vision service client qui est hyper quali. Voilà, mon job, c'est de proposer des innovations au sein de Pumpkin qui vont toujours répondre à un besoin d'un utilisateur. Ça va me permettre d'influencer sur des gros projets dans la roadmap qui vont être des grosses innovations tech, mais aussi de pousser parfois des petits détails, des petites améliorations qui vont vraiment faire la différence au quotidien pour l'utilisateur. En gros, du coup, voilà, c'est ce côté usage, c'est vraiment l'ADN de Pumpkin et c'est vraiment ce qu'on a toujours voulu mettre en avant. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, on en a parlé dans la vidéo, dans les fintech, un peu un concours d'innovation tech. Il y en a qui sont trop cool, qui sont hyper performantes, hyper excitantes. Mais en fait, si tu pousses cette innovation dans ton produit, tu vas être trop fier, ça va être trop cool. Mais si tes utilisateurs l'utilisent pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de l'agrégation de comptes. C'est trop cool, il y a déjà plein de gens qui nous ont demandé pourquoi on ne faisait pas ça, mais nous, nos utilisateurs, ils ont 22 ans, ils viennent à peine d'avoir leur premier compte bancaire, donc ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on leur pousse ce type de fonctionnalité pour agréger plusieurs comptes bancaires, alors qu'ils n'en ont qu'un seul. On a plein d'autres choses à leur offrir qui vont beaucoup plus utiliser. Voilà, donc je vais essayer de vous donner quelques exemples, peut-être un peu plus concrets de ce qu'on fait au quotidien, un peu des petites choses et des grosses choses. Déjà, on a la chance aussi, et c'est vraiment notre objectif, d'avoir un produit qui est ultra digital. Et en fait, on peut toujours, si on s'améliore, et c'est ce vers quoi on veut tendre, normalement, nos utilisateurs, ils ne devraient jamais avoir besoin de nous contacter, ils ne devraient jamais avoir besoin de nous. Ils devraient pouvoir faire tout ce dont ils ont besoin directement dans l'application. Du coup, ça passe par donc, un premier exemple que je vais vous donner. Donc, on a un gros problème classique dans ce type de boîte, c'est les utilisateurs qui perdent leur code PIN. Donc, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc, ils le perdent, ils essayent de te contacter, mais toi, même si tu as le service client le plus réactif du monde, 10 minutes plus tard, c'est déjà trop tard. Il a déjà remboursé son pote en cash. Il n'a pas envie d'attendre parce que c'est gênant de ne pas pouvoir rembourser la personne immédiatement. Donc, soit il télécharge une autre application ou il trouve un autre moyen. Bref, il te contourne. Du coup, l'idée, c'était de dire, OK, on a une procédure de récupération de PIN qui est directement intégrée dans l'application, mais elle a été pensée au début, juste par nos devs qui ont dit, OK, on va poser des questions de sécurité. Et puis le métier, donc la partie service client, n'avait pas forcément été consulté pour savoir pourquoi les gens perdaient leur mot de passe, comment ils pouvaient les récupérer. Donc ils ont mis en place des questions. Donc on va te demander ta date de naissance, ton adresse mail. Mais si nous avaient contacté nous au service client, on saurait très bien que tous nos utilisateurs, ils se connectent avec un vieux mail, leur mail Facebook, ils n'y ont plus accès, ils s'en rappellent plus, ils savent pas quand le faire. Donc cette procédure, elle était techniquement hyper performante, mais en fait, elle correspondait pas du tout à nos utilisateurs au quotidien. Et donc là, voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est c'est hyper concret, c'est une feature team qui s'est mise en place avec une personne du service client, 3 devs, un iOS, un Android et un dev back, et qui bossent à partir de demain sur ce sujet. Et donc ils vont réfléchir ensemble pour lister tous les cas à la marge qu'on doit encore gérer manuellement pour que nos utilisateurs puissent récupérer tout seul leur code PIN. Donc c'est un truc hyper con, c'est vraiment un détail, mais en fait qui nous fait perdre chaque jour des utilisateurs qui vont pas revenir et qui vont utiliser une autre solution ou du cache encore pire. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est donc nos utilisateurs nous contactent souvent. Avant, ils pouvaient nous contacter sur l'application par téléphone ou par mail. Et le problème, c'est que là, ça ne correspondait pas forcément à notre cible. Les mails, les étudiants, ils n'en envoient jamais. Et ils sont tout le temps en cours quand ils veulent contacter notre service client, donc ils ne peuvent pas nous téléphoner. Donc on leur proposait tout le temps de les rappeler, mais ils disaient toujours je suis en cours, je ne peux pas vous rappeler. On avait un chat sur notre site, mais comme ils rencontraient le problème directement sur l'application, il y avait un problème, c'était pas logique dans le parcours de l'utilisateur. Donc hyper logiquement, on a voulu intégrer un chat dans l'application. On a commencé à rencontrer plein de solutions, plein de services, des SDK qu'il fallait implémenter. Il y a eu plein de problématiques, personne n'était d'accord. Puis un jour, un utilisateur nous a dit, juste comme ça, un peu en blague, à quand le service client de Pumpkin sur WhatsApp? Et là, on s'est dit, ouais, en fait, évidemment, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Nos utilisateurs, ils sont toute la journée sur WhatsApp. D'ailleurs, on va aussi ajouter Messenger. Et du coup, ça a pris 2 secondes. À la page suivante, il y avait les 2 boutons Messenger, WhatsApp directement sur l'application. Et ça répondait à tous nos problèmes.
parce qu'en fait, notre chat, quand tu contactes sur un chat, tu attends une réponse dans la seconde, alors que quand tu contactes sur WhatsApp ou Messenger, si on te répond en 10 minutes, tu as l'impression qu'on est hyper réactif. Puis en plus, tu vas recevoir une push sur ton téléphone au moment où on va te répondre, donc on va pas te... Enfin, voilà, on va pouvoir être beaucoup plus efficace. On s'est évité l'implémentation d'un SDK dans l'app qui allait alourdir inutilement et qui en plus allait être peut-être techniquement un truc assez cool. Il allait falloir développer une interface de notre côté pour le gérer et tout, mais en fait, dans le quotidien, ça ne nous aurait pas du tout facilité la tâche. Autre exemple, on fait pas mal pour suivre tout ça. Donc, dans les 3 pôles, il y a le pôle data qui suit vraiment toute la partie hyper analytics. Donc, on traque vraiment tout ce qui se passe dans l'application, tous les boutons sur lesquels vous cliquez si vous utilisez Pumpkin, tout ce que vous allez faire. Et donc, notre gros enjeu, c'est quand même la croissance. On va acquérir de plus en plus d'utilisateurs. Donc, forcément, on va traquer le process d'inscription à partir du moment où tu cliques sur un bouton pour t'inscrire et on va voir si à la fin, tu as vraiment créé ton compte. Et là, on s'est rendu compte qu'entre les gens qui créent leur compte via le Facebook Connect et les gens qui créent leur compte juste en rentrant les infos manuellement, on perdait 10 points d'utilisateurs. Donc 10 points, sachant qu'on acquiert 2000 utilisateurs par jour, c'était vraiment énorme, une perte de croissance hyper importante. Donc c'est devenu un sujet hyper stratégique. Tous les fondateurs étaient « oh là là, c'est la cata, on perd plein d'utilisateurs, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on enlève le Facebook Connect, tant pis si les gens rentrent les infos à la main et tout ». On s'est dit, bon, alors on se calme, on peut chercher, on va creuser, voir ce qui se passe, étudier, on va appeler les gens, essayer de comprendre. On a appelé plein d'utilisateurs. Et on s'est rendu compte qu'on voulait tellement mettre en avant Facebook Connect qu'on avait sur la home page un énorme bouton « Je m'inscris avec Facebook », mais les gens, ils ne voyaient pas qu'il y avait écrit « Je m'inscris », ils voyaient juste Facebook, donc ils cliquaient direct dessus, alors qu'en fait, ils avaient déjà un compte. Puis le bouton « Je me connecte », il était tout petit en bas, quasiment illisible. Donc ils cliquaient sur « Je m'inscris », ils revenaient en arrière. Et nous, on prenait ça pour des gens qui ne s'inscrivaient pas, parce qu'il y avait un problème avec le Facebook Connect. Alors là, la réaction, c'est de dire genre « Ah bah ouf, on perd pas plein d'utilisateurs, bon c'est bon, on passe au problème suivant ». Mais en fait non, parce que c'est trop relou pour tous les utilisateurs qui cliquent sur le bouton de dire genre « Ah mais je comprends pas, je voulais créer un compte, mais je voulais pas me créer un compte, je voulais m'inscrire ». Du coup, on va décider de quand même résoudre ce problème et de mettre en avant un bouton « Je m'inscris, je me connecte ». On échange juste le process. Et si tu cliques sur « Je me connecte », là, on te propose Facebook ou je m'inscris manuellement. Donc, c'est des petites choses qui ne changent pas forcément grand-chose. On inverse un peu des trucs dans le process, mais c'est toujours en cherchant toujours de s'améliorer comme ça qu'on résout de plus en plus de problèmes. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour parler d'un autre. Et du coup, qu'est-ce que je vais vous dire encore ? Ah ouais, il y a un truc qui est très cool aussi. Donc là, ça c'est quelque chose qu'on a vu par la data en traquant nos utilisateurs, enfin leurs actions. Mais il y a aussi plein de choses qu'on ne peut pas voir par la data et donc pour lesquelles il faut poser des questions, essayer d'enquêter. Il y a notamment une des fonctionnalités, donc nous on a choisi de ne pas faire l'agrégation de comptes, mais il y a une fonctionnalité qu'on appelle l'ardoise qui est sortie chez Pumpkin il y a 1 an, qui permet de faire les comptes directement depuis l'application. Vous connaissez peut-être Splitwise ou Tricount. En gros, c'est ça qui est intégré directement dans l'application. Donc, tu rentres les montants, les dépenses, les participants et ça paye. Ça va payer à la fin. Moi, mon job, quand on a lancé l'ardoise, c'était de faire en sorte qu'on lance la version de l'ardoise la plus light possible. Parce qu'en fait, si on se rendait compte que nos utilisateurs n'utilisaient pas ça, ben, ça allait être moins intéressant. Donc, il y avait vraiment le chantier des possibles en termes techniques était énorme, c'est un challenge hyper intéressant. Mais en fait, si on lançait une fonctionnalité hyper complexe, connectée entre tous les utilisateurs, il y avait plein de cas d'erreurs à gérer, hyper complexes, des problèmes de synchronisation entre les infos en local sur le mobile et les infos en base de données. Et si on se lançait là-dedans, on allait mettre 6 mois à pondre la feature. Et puis ensuite, et encore sans compter le retard, et ensuite on allait avoir une fonctionnalité que nos utilisateurs allaient peut-être pas utiliser. Du coup, on s'est battu avec l'équipe User Experience pour dire, en fait, nous, on veut la fonctionnalité la plus light possible, on va traquer tout ce qu'ils font, et ensuite, on va voir si on la développe. Du coup, la fonctionnalité, elle est sortie hyper rapidement, on traque tout, on envoie des enquêtes de satisfaction sans cesse aux utilisateurs qui utilisent la fonctionnalité pour savoir. Et là, au lieu de leur dire, c'est quoi pour toi l'ardoise de demain ? Ou est-ce que tu veux qu'on partage l'ardoise ? On va juste leur dire,
tu as utilisé l'ardoise la semaine dernière, c'est quoi tes frustrations? Et donc là, c'est la meilleure question pour remonter vraiment le problème qu'ils ont eu. Et donc, ils vont te dire des trucs hyper différents. Alors que si toi, tu penses que leur problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas la partager, tu vas leur dire, est-ce que tu veux pouvoir partager l'ardoise? Et tu ne vas pas remonter tous les autres problèmes qu'ils ont eu, qui voulaient des multi-devises, qui voulaient pouvoir prendre en photo leur ticket de caisse, etc., etc., etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc là, on est en train de développer la V2 de cette ardoise, et si on avait directement développé la VF, on aurait fait une version totalement différente de la V2 qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on y allait en itérant et en proposant une première solution, juste un peu en test, un POC, quoi, et qui ensuite, la version qu'on va lancer là, dans les mois qui viennent, correspondra vraiment aux attentes de nos utilisateurs et aux usages. Voilà. Merci Mayol. Merci d'avoir exposé plein de problèmes différents. Et d'ailleurs, pensez ça à l'expérience utilisateur. Je repense à certains pitchs de ce matin à Epitech Paris. Pensez à vos utilisateurs et notamment à leur parcours. Donc, je laisse la parole à Pierre-Emmanuel qui va nous expliquer ce que c'est que Microdon, son projet, mais qu'est-ce que le microdon en général? Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Emmanuel Grange, je suis entrepreneur social et j'ai monté une entreprise sociale qui s'appelle Microdon. Alors pour vous parler un petit peu de moi, donc je suis un peu le vieux des trois, j'ai 40 ans, à l'âge de l'internet, entre guillemets, ça compte beaucoup. Pour tout vous dire, le stage que j'ai fait, je l'ai fait au moment du crack, un des premiers cracks, la bulle internet des années 2000. J'étais stagiaire pour un site qui s'appelle nomad.fr, qui a ensuite été racheté par Liberty Surf, Tiscali, c'est des noms, je ne sais même pas si vous les avez en tête ou si vous les connaissez. Parce que en fait, je faisais mes études en Angleterre et c'était le début d'Internet. Et voilà, je me suis passionné pour le sujet et j'ai commencé à partir d'une feuille blanche à essayer de travailler avec des petites premières balises HTML sur les tout premiers hébergeurs qu'il y avait, comme Virtual Baguette, Migal. Bon, ça vous paraît, c'est des noms, on me dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte le gars? C'était les tout premiers hébergeurs web. Et ensuite, pour asseoir un petit peu les connaissances que j'avais acquises en autodidacte, j'ai fait un master spécialisé entre une école de commerce et d'ingénieur à Lyon. Et j'ai intégré un programme pour jeunes diplômés d'une très grosse boîte américaine qui s'appelle General Electric. Donc GE, General Electric, c'est un peu The World Company. Ils sont dans tous les pays du monde, ils ont 300 000 salariés, ils sont dans tous les business. Et ils ont des programmes pour jeunes diplômés qui sont hyper intéressants. Ça dure 2 ans et tous les 6 mois, je changeais de mission, je changeais de projet. Et entre ces missions, là, je passais par exemple 1 mois dans un hôtel avec 50 nationalités différentes à être formé sur les nouvelles techno. Donc c'était une super expérience pour moi. J'ai vraiment kiffé ce moment. Et j'ai eu une opportunité aussi géniale, c'est qu'une de ces rotations, une des 4 rotations que j'ai faites, j'ai eu l'occasion de la faire au Mexique. Et pour moi, ça a été un énorme challenge parce que j'avais fait allemand dans ma scolarité. Et donc, à l'époque, je savais dire 3 mots en espagnol. Je savais dire si, cerveza et un beso. Donc ceux qui ont fait allemand comme moi, c'est oui, une bière et un baiser. Donc forcément, je la ramenais pas trop dans mes premières expériences au Mexique. Et la première expérience à laquelle je suis confronté, c'est d'être à la caisse de mon supermarché. Et là, j'ai l'agent de caisse qui me pose une question. Je comprends rien. Je me dis, bon, la bière, peut-être pas. Le baiser me paraît quand même un peu effronté. Donc j'opte pour le si, qui me paraît la réponse la plus passe-partout. Je dis si. Et là, je passe. Grande fierté, j'ai dit mon premier mot d'espagnol. Le lendemain, tel un coq français, je roule des mécaniques devant mes collègues mexicains. Je leur dis putain, je suis fluent, trop facile votre langue. Et eux me regardent dans un coin, du coin de là, ils disent mais Pierre, est-ce que tu sais seulement à quoi tu as dit oui? Je dis bah non, je sais pas. Et ils me disent bah fais attention la fois suivante. La fois d'après, je dis si de mon plus bel accent, si, et ça me coûte plus cher. Et je dis bah merde, je dis oui à quoi? Et en fait, je dis oui à el redondeo, l'arrondi. Vous faites vos courses, 40 pesos 37, ça passe à 41. La différence, les centimes vont à une œuvre de charité. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial cette idée, pourquoi ça n'existe pas chez nous? Et quand je suis rentré en France, j'ai réfléchi à la question. Et déjà, je me suis aperçu qu'on était prêt à accueillir cette idée. Parce que je vais vous demander de lever la main si vous le faites, enfin, si vous avez le permis et si vous avez déjà fait un plein d'essence. Quand vous faites votre plein d'essence, quand vous arrivez aux 90 centimes, vous jouez avec le pistolet, 91, 92, 93, 90. Qui fait ça à la pompe à essence? 98, 99, 00.
Vous payez par carte bleue, pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça ne sert à rien. Et en fait, on a une sorte de toc collectif à vouloir des sommes rondes. Et je me suis dit, bah, c'est génial, on est prêt à accueillir cette idée, on a déjà ce réflexe. Et si on faisait de ce réflexe un réflexe solidaire? Donc la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé voir mon employeur. Mon employeur, c'est General Electric, c'était la partie bancaire de General Electric. Je me suis dit, génial, on est dans les transactions bancaires, ils vont kiffer, on va mettre des arrondis partout, on va collecter des centaines de milliers d'euros pour les associations. On m'a regardé avec des grands yeux, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? T'es là pour ton programme pour jeunes diplômés, tu vas continuer ton programme pour jeunes diplômés, et si tu as envie de monter ton association dans ton coin, bah, tu le fais le week-end, je m'en fous de ton truc, quoi. Donc j'étais un petit peu piqué au vif, un petit peu frustré, et je me suis dit, bah, je vais créer une asso et je vais faire un premier test, je vais faire un premier pilote. Hein, c'est souvent ce qu'on vous dit, on parle de MVP, de POC maintenant. Donc je vais faire un test et je vais faire un pilote. Et ça, je l'ai fait dans un supermarché, dans les Yvelines. Et je savais que ça allait être un petit peu compliqué d'aller voir Michel-Édouard et de lui dire hey, « Michel, j'ai une super idée. Et si tu transformais tous tes systèmes d'encaissement pour rajouter un petit arrondi ?» Le petit jeune homme que j'étais à l'époque de 25 ans, déjà, je n'avais pas accès au mec et je savais que ça allait prendre des décennies. Donc, je me suis dit, il faut commencer doucement. Et donc, on a commencé par une opération de carte micro-ondes à partir d'un dispositif papier avec un code barre. Et ce code barre, quand vous le passiez en caisse, vous pouviez faire un don de 1 € à la caisse du supermarché. Et pour moi, ça a été une super première expérience d'être confronté voilà, aux donateurs, au système caisse, etc. Donc voilà comment on a débuté. Ensuite, j'ai eu la bonne idée de me lancer en 2008. Donc je vous ai parlé de la bulle crise financière, la crise des startups. Et je me lance en 2008, crise financière mondiale. Super bonne idée. Je démarre la startup et là, je suis face à plein de grands comptes qui me disent « Mais Monsieur Grange, nous-mêmes ne savons pas si nous allons exister dans 6 mois encore. Qu'est-ce que vous venez me raconter avec vos histoires de centimes? J'en veux pas de votre truc. » Et j'ai rencontré des grands distributeurs voilà, qui me sortaient déjà tous les clichés qu'on peut sortir sur les associations, mais également qui me parlaient d'un élément critique pour eux, c'est le temps de passage caisse. Imaginez la petite grand-mère à la caisse du supermarché. « Ah bon, un arrondi? Ah mais c'est bien ça. Ah mais vous savez, ma belle-sœur travaille pour une association. » Et là, la queue, hop, 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 et vous allez tuer le temps de passage caisse des enseignes. Ils n'en voulaient pas de mon truc. Donc tout ça pour vous dire que ça a été très long, ça a été très compliqué, on a bien galéré, mais à force d'itérer, à force de trouver voilà, les bonnes anciennes pour faire nos pilotes et les améliorer sans cesse, bah voilà, on arrive enfin à quelque chose. Là, ça fait en 2017, on a eu 10 millions d'actes de microdons en France. On tourne à peu près à un million d'arrondis par mois en ce moment. On est dans 17 enseignes de distribution, dans 3000 magasins. Et en fait, on a une super innovation qui est de faire l'arrondi sur les terminaux de paiement électronique. Donc vous voyez cette petite machine dans laquelle vous glissez votre carte bancaire. Et on a créé en France le premier usage hors paiement sur le terminal de paiement électronique. C'est la machine qui vous demande est-ce que vous voulez arrondir pour telle ou telle association. Et là, par exemple, dans une enseigne comme Maison du Monde, on a plus de 50% de participation. Chez Sephora, l'année dernière, on a récolté 500 000 € avec juste un arrondi moyen d'une dizaine de centimes. Donc ça, ce concept qu'on a essayé d'importer en France, on appelle ça la générosité embarquée. C'est l'idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien pour permettre aux citoyens de donner quelques centimes ou quelques euros à partir des actes de la vie courante. Et donc aujourd'hui, on est dans ces deux marchés, le retail, la distribution, on est bientôt dans 20 enseignes, et également on est dans les RH sur les bulletins de salaire, les bulletins de paye. On a 100 groupes entreprises qui proposent à leurs salariés, ce matin on vient de lancer le groupe ADP, Aéroport de Paris, et les salariés vont s'inscrire sur notre plateforme et choisir l'association à laquelle ils souhaitent contribuer et donner quelques centimes ou quelques euros de leur net à payer. Donc voilà un peu comment est-ce que Microdon fonctionne. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, très cher. 2 minutes. Très bien. Donc je voulais préciser une chose, c'est que on est une entreprise sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme d'entrepreneuriat social, d'économie sociale et solidaire. On n'est pas une association, on n'est pas une entreprise, on est entre les deux. C'est une entreprise qui a un agrément spécifique qui s'appelle l'agrément ESUS. Donc on a fait une levée de fonds auprès de financeurs solidaires. C'est des financeurs qui vont investir chez nous pour que
on développe un modèle économique, mais que ce modèle économique, il vient au service d'un impact social. Notre impact social, c'est la collecte de fonds pour les associations. Et donc, on a des principes forts de gouvernance participative chez Microdon. La gouvernance participative, c'est quoi? C'est que, par exemple, les salariés, ils sont au comité de surveillance. Il y a un représentant des salariés au comité de surveillance. Les salariés vont élire les dirigeants. Donc, j'ai beau avoir créé Microdon, demain, mes salariés vont peut-être choisir un autre dirigeant que moi. On encadre la lucrativité à 3 niveaux. On encadre les salaires. Il ne peut pas y avoir un différentiel chez Microdon de plus de 1 à 5 entre le plus petit salaire et le plus grand salaire. On encadre les dividendes, on encadre les plus-values. Les dividendes, c'est, s'il y en a un jour, pour l'instant on n'est toujours pas rentable, donc bon, peut-être qu'il y en aura un jour, 57,5% des excédents financiers sont réinvestis dans la structure pour son développement. Et on encadre les plus-values, c'est-à-dire que si un investisseur met 1 chez Microdon et qui récupère 10, s'il y a un rapport de plus de 2 entre ce que l'investisseur met et ce qu'il récupère, il s'engage à reverser 10% de sa plus-value à des associations. S'il y a un rapport de plus de 3, c'est 20%. S'il y a un rapport de plus de 4, et ça monte graduellement comme ça jusqu'à 75%. Et c'est l'idée voilà, d'avoir cette idée d'encadrement de la lucrativité pour que la valeur ajoutée qu'on produit, elle soit partagée entre toutes les parties prenantes de notre projet. Donc c'est l'économie sociale et solidaire. Et voilà, je ne sais pas, ce soir, enfin tout à l'heure, vous allez pitcher des projets. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'on appelle la tech for good. En quoi les solutions que vous allez imaginer, en quoi les softs, les apps que vous allez imaginer peuvent résoudre des problèmes de société, des problèmes écologiques ou des problèmes solidaires. Voilà. Merci Pierre-Emmanuel. Ça tombe bien que tu parles de Tech for Good parce que vous avez remarqué à Epitech Paris qu'on est partenaire avec l'asso Latitude qui ne porte que des projets sur de l'impact positif. Tu veux rester plutôt par ici par rapport à notre jeu de lumière, Florent? Tu veux. Et donc je vais te laisser la parole et je vous rappelle que donc Florent Robert, c'est le cofondateur et CEO de Bruno, donc c'est un chatbot. Je lui laisse vous en parler. Ok, donc moi la première chose c'est que j'aime pas être défini comme un chatbot, ça commence très mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je m'appelle Florent Robert, je suis ravi, vraiment très content d'être ici. Je connais bien Epitech, on a quelques Epitech chez nous, chez Bruno. Bruno, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible qu'il y en ait certains qui ne connaissent pas. Avec Bruno, nous on a créé en février 2018 le compte Bruno. Le compte Bruno, c'est un compte pour gérer vos économies qui vous permet de mettre de l'argent de côté automatiquement pour vous aider à réaliser vos projets. Ça fonctionne assez simplement. C'est un compte, vous l'ouvrez chez nous sur notre site internet. Ensuite, vous allez connecter votre compte Bruno avec votre compte courant. Nous, on va voir vos dépenses. Chaque semaine, on va être capable de déterminer le montant exact que vous pouvez mettre de côté sans vous mettre dans le rouge. Ça va être les semaines de révision, vous allez mettre de côté 37, 40 € même dans la semaine. Les semaines où vous avez passé vos examens, que vous faites la fête, on va voir que vous dépensez beaucoup d'argent. On va tout simplement pas vous proposer de mettre d'argent de côté. Et là, il y aura même votre compte Bruno qui sera là pour vous aider potentiellement à faire la fête. On aimerait que ça serve à des projets un peu plus intelligents, mais le compte Bruno, il est là aussi pour vous aider à gérer un peu votre trésorerie, à réaliser vos projets, à réaliser vos grosses dépenses. Donc nous, on a lancé ce compte en février 2018. Depuis, on a ouvert des milliers de comptes. Là, c'était donc on est à 8 mois après le lancement, on a mis à peu près de côté 1 million d'euros de côté pour nos utilisateurs. Ça se passe bien, nos utilisateurs ils sont super contents. Cet été, on a vu les comptes Bruno retirer un peu, baisser en termes d'encours. C'est l'argent qu'il y a sur les comptes Bruno. On a vu l'argent partir un peu. Nos utilisateurs, ils l'ont beaucoup utilisé pour partir en vacances. Nos utilisateurs, ils sont super contents parce qu'ils ont l'impression de partir en vacances avec Bruno. C'est Bruno qui leur a mis de l'argent de côté. C'est avec cet argent-là qu'ils ont payé leur billet de train, leur billet d'avion. C'est pour ça que nous, on a créé Bruno. C'est vraiment pour aider nos utilisateurs vraiment à réaliser leurs projets, pour vous prouver un peu à nos utilisateurs, mais si en fait ça, si vous écoutez les conseils de Bruno, vous savez, c'est un peu comme un coach sportif. Vous êtes là, vous êtes le samedi matin, vous savez qu'il faut aller courir, vous savez qu'il faudra aller faire un foot, etc. Vous avez un peu la flemme. Vous avez un coach sportif qui va vous tirer un peu du lit, qui va vous dire allez courir, c'est maintenant. Bruno, c'est un peu pareil.
Il est là à la fin de la semaine, il va vous dire allez c'est bon, vous n'avez pas trop dépensé cette semaine, allez si, on met 12 € de côté. Il va prendre ces 12 €, il les met automatiquement de côté sur votre compte Bruno. Donc à la fin, vous avez un compte avec quelques centaines d'euros qui vous permet de réaliser un peu vos envies de voyage, vos envies de vos projets, les plus gros équipements que vous voulez acheter. Ce compte Bruno, on peut un peu faire un peu l'historique. Nous, par rapport à d'autres sociétés qui vous ont peut-être parlé, on est très jeunes. Le compte Bruno, on l'a lancé en février dernier. On a commencé à réfléchir avec mon associé sur le problème des économies en 2017, l'année dernière. Pour vous expliquer un peu qui on est aussi avec notre associé, mon associé s'appelle Louis Chavannes. Il travaillait avant à Paris et puis là récemment, juste avant Bruno, il a fondé l'école de code Le Wagon à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez Le Wagon. C'est une formation au code en 3 mois pour vous apprendre. C'est plutôt pour vous apprendre à faire du Ruby. À la fin, vous sortez, vous avez généralement une web app qui est fonctionnelle, beaucoup plus simple que Epitech. On ne vous apprend pas à faire de l'assembleur ou des trucs comme ça. Pas de C. À la fin, ça marche. C'est sympa. Il a fondé ça à Marseille pour aider les développeurs pour aider des gens qui ne développaient pas à construire leurs propres projets entrepreneuriaux. Lui, il a fait ça. Juste avant ça, il travaillait chez 55. C'est une boîte qui a été développée par 4 anciens de Google et qui est une data agency. Ils étaient 4. Leur premier employé, c'était Louis, mon associé. La société est passée de 4 à 200 personnes. C'était plus vraiment le même travail. Et donc là, il est parti à Marseille monter Le Wagon. Moi, j'avais un parcours tech aussi, mais complètement différent. Moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans la banque où j'étais trader quantitatif. Moi, je construisais des stratégies d'investissement qui se basaient sur les données qu'on avait du marché. Et le but, c'était d'automatiser ces stratégies. Ce qui fait que je travaillais avec beaucoup de data. Et pour ça, il y a Python. Moi, je code uniquement dans ce langage. Mon associé, Louis, il code en Ruby, il a fait le reste de l'app, il code en différents langages. Là, on est au début, on est en 2017, on réfléchit au problème des économies. Je pense que la base de la réflexion, qui peut être la réflexion aussi pour vous, pour vos projets, c'est un problème que vous ressentez vous-même. Moi, le problème que je le ressentais particulièrement avec mon conseiller bancaire. Ça ne passait pas hyper bien. L'idée, c'était de dire, on trouvait que le conseiller bancaire, ses conseils, ils n'étaient pas forcément pertinents. Je ne sais pas si vous, ça se passe bien avec votre conseiller bancaire. J'ose croire que non. Mais l'idée, c'est nous, on ressentait particulièrement ce besoin. Moi, bien que j'étais dans la banque depuis 10 ans, que je faisais beaucoup de maths, je suis incapable de tenir un budget. Je suis très mauvais pour gérer mon argent. Mon associé, c'était pareil. Je pense qu'au début, l'idée derrière Bruno, c'est né d'une frustration personnelle. Après, nous, ce qu'on a inspecté, on a inspecté un peu l'environnement autour de nous. C'était les fintechs. Les fintechs commençaient à franchement grandir. Il y avait des choses comme Pumpkin qui étaient déjà bien installées, qui faisaient de très belles choses. Il y avait, on a parlé des agrégateurs aussi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de se faire. On est arrivé dans un environnement légal qui était hyper marrant. Il y avait notamment, on va rentrer dans des domaines un peu moins sexy, mais il y avait la DSP2, Directive sur les services de paiement numéro 2, une directive européenne qui vient dire une chose hyper importante. Elle vient dire que votre donnée bancaire, toutes vos transactions, etc., en fait, elle n'appartient pas à la banque, elle vous appartient à vous. Et si vous, en tant qu'utilisateur, vous voulez mettre à disposition l'historique de vos données bancaires à un service, comme peut l'être Bruno, alors vous en avez le droit. Et notamment, ça, vous allez le faire parce que votre banque ne vous rend pas assez de services. Et nous, on a parié là-dessus avec Bruno. On a dit, avec Bruno, en fait, il va y avoir plein de données qui vont se libérer et on va être capable d'émettre des conseils plus intelligents que ceux des banques. Et c'est comme ça qu'est né Bruno. Quand vous faites une fintech aussi, un point qui est important, là je mentionnais le légal, c'est que vous allez interagir, vous allez construire une société, vous allez imaginer un projet qui s'inscrit dans un cadre légal hyper fort. C'est-à-dire que nous, pour faire ce qu'on fait avec Bruno, on a dû avoir plein de licences. C'est un mal nécessaire. Nous, on a choisi avec Bruno d'évoluer dans un cadre, on va dire, légal normal. On est régulé. Il y a un gendarme qui s'appelle l'ACPR, c'est le gendarme des banques qui contrôle ce que fait Bruno. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et ça, quand on a lancé Bruno, ça nous a pris du temps au début. Donc on lance Bruno, on réfléchit au problème des économies, on voit bien que personne n'y comprend rien, que c'est nul, tout le monde déteste son banquier. Ok, on va faire un truc. Derrière, là, il faut aller chercher des agréments, des licences. C'est compliqué, on va tester un peu. Moi, par exemple, j'ai dû montrer patte blanche, j'ai dû montrer mon CV, j'ai dû montrer que je savais de quoi je parlais. J'ai dû montrer que j'avais pas de casier judiciaire. Ça, c'est les débuts de Bruno. Au bout d'un moment, quelques mois après, on obtient ces agréments. Et là, on se rend compte, donc on veut travailler sur une intelligence artificielle qui aide nos utilisateurs à mettre de l'argent de côté. Pour ça, il faut de la data. Il faut être capable d'entraîner cette intelligence artificielle. Donc là, à ce moment-là, on construit un espèce de petit bot qui permet de répondre à des questions. On arrive à se faire un peu une mailing list comme ça et on envoie ce mail, je crois que c'était en septembre 2017. Bonjour, on construit une intelligence artificielle qui va déplacer de l'argent entre tes comptes, entre ton compte courant et un nouveau compte. Est-ce que tu voudrais tester cette intelligence artificielle? T'as un peu tout le monde qui flippe à ce moment-là, généralement. T'as pas du tout envie d'être le premier à tester une intelligence artificielle qui a la main sur tes comptes. Mais ça a quand même marché. On a réussi à trouver un peu d'utilisateurs et on a réussi à commencer à entraîner cette intelligence artificielle. Ça marchait bien. On arrive quelques mois plus tard, on est en décembre 2017, c'était il y a même pas un an. On a choisi de lever des fonds. On a été voir un certain nombre d'autres entrepreneurs. On a levé 1 million d'euros pour recruter, pour commencer à développer le projet de façon un peu plus costaud. En février 2018, donc c'est le lancement du compte Bruno, on a fait un choix hyper fort. On a choisi de lancer le compte Bruno sur Messenger. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, Florence et Bruno, c'est un chatbot. Parce qu'on a lancé en premier le compte Bruno sur Messenger. Mais le compte Messenger, c'est juste une façon d'accéder à votre compte Bruno. Aujourd'hui, si vous développez une app pour vos utilisateurs, vous voulez aller sur le marché rapidement avec une app. Je ne sais pas si vous avez déjà un peu commencé à faire un peu de dev mobile et que vous avez regardé les plateformes iOS, Android. Ça peut être un peu difficile au début d'aller construire une app. Ça va être un gros investissement dès le départ pour une idée laquelle vous ne savez pas forcément encore si elle fonctionne. Donc nous, on a fait avec Messenger, ce qui était cool, c'est qu'on a pu développer une app. On ne forçait même pas nos utilisateurs à télécharger cette application Bruno. Et donc, ils pouvaient accéder à Bruno très rapidement. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur Messenger au début. On développera des applications normalement dès cette année avec Bruno. Mais au début, on a fait le choix de se lancer sur Messenger parce que ça nous faisait marrer aussi de faire un bot. Aujourd'hui, si vous regardez Bruno, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec un bot. Vous utilisez des boutons, des mots-clés, et l'expérience en fait est très proche d'une application. Mais au moins, ça nous a permis d'être très rapidement sur le marché. Aujourd'hui, on a parlé à 50 000 personnes dans Facebook. On a pu ouvrir ces milliers de comptes et ça marche très bien pour nous. Voilà, c'était un peu l'enseignement. Je termine, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais c'était aussi l'idée de vous donner un peu, vous raconter la genèse de Bruno pour que vous puissiez aussi, vous, avoir vos propres idées, vous en inspirer, j'espère. Voilà. Merci Florent. Donc ne vous lancez pas bille en tête sur une app iOS, Android, service web. Et donc nous allons installer les chaises pour passer aux questions-réponses. Je ne vous ai pas donné le hashtag, c'est toujours le même, MS 2018, pour poser les questions pertinentes dont vous avez l'art. Alors, je vais commencer par Mayol. Et du coup, j'ai la question buzzword. On parle de fintech, on n'a pas parlé de blockchain ni de bitcoin, c'est un exploit. Donc du coup, j'ai la question qui va avec. Donc, gérez-vous le bitcoin? Sinon, quel est votre avis le concernant? Alors, nous, on ne gère pas du tout les bitcoins sur Pumpkin. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu. Et c'est pas notre métier. Il y en a qui font mieux que ça, qui font ça mieux que nous plutôt. Et il y a une néobanque qui s'appelle Revolut. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui est ça tombe bien parce que c'était la question sujet. Juste qui suit derrière. Et du coup, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce marché? Alors ça, c'est une question de Bilal.
Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce marché 3 ans après un grand concurrent? Alors déjà, 3 ans après Lydia, si c'est le concurrent. Il y a Lydia et Revolut, Okay. là on est sur la concurrence. Donc déjà, il y a de la place pour vraiment beaucoup de monde sur ce marché, pour pas mal d'innovations différentes. Lydia, c'est notre plus gros concurrent et le plus frontal. On a des produits qui sont assez similaires. On a des approches différentes en termes d'usage, de façon de présenter le produit, de com notamment. Après, ils se sont lancés 2 ans avant nous. Quand il y a 1 an, ils étaient 3 fois plus gros que nous. Ils sont 2 fois plus gros aujourd'hui, donc on grossit plus vite qu'eux. Et il y a, à mon avis, vraiment de la place pour plusieurs. Lydia, c'est les premiers en termes vraiment de transactions, d'échanges de transferts entre particuliers. Lydia sont les premiers européens et Pumpkin sont les deuxièmes. Donc c'est aussi cool d'être l'outsider. Ça permet de voir les erreurs que eux font, de ne pas refaire les mêmes. C'est aussi assez sympa. Et après, c'est sûr, il y a un gros challenge de motivation d'équipe dès que Lydia sort une super innovation tech pour pas que tout le monde déprime. Mais c'est franchement quelque chose d'intéressant. Et quant à Revolut, eux, ils ont fait donc Revolut et il y a Number 26 aussi qui ont une carte, donc qui sont des comptes courants. C'est quelque chose vers lequel Pumpkin va aller aussi plus tard. Mais eux, ils ont fait l'inverse de Pumpkin et Lydia. Ils ont d'abord lancé le compte courant et puis ils sont en train d'essayer de pousser le transfert d'argent entre particuliers parce que c'est un super levier d'acquisition. En fait, on n'a rien à faire quasiment pour acquérir des utilisateurs. C'est nos utilisateurs qui convainquent eux-mêmes leurs potes de télécharger Pumpkin. Et donc, c'est pour ça que les néobanques se mettent à faire ça et à proposer ça à leurs utilisateurs aussi. Et voilà, nous, notre but, c'est vraiment d'avoir un produit qui est hyper fort en termes d'usage et qui est pas. Il y a un côté un peu Revolut et genre moi j'ai la carte Revolut aussi et il y a un côté hyper cool. Il y a plein de fonctionnalités géniales que en fait j'utilise jamais. On va me dire pourquoi t'as Revolut? Parce que c'est gratuit à l'étranger ou parce qu'il y a des bitcoins. Mais en fait moi j'achète pas de bitcoin, donc en fait je m'en fiche qu'il y ait ça sur Revolut. Si vous ça correspond à votre usage, cool, allez sur Revolut. Mais voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que on essaye de proposer des innovations vraiment qui collent à nos utilisateurs. Et justement, donc je reste avec toi parce que tu as plein de questions. Du coup, pour pas continuer sur Revolut, pourquoi ne pas utiliser, ça c'est une question de Thomas, pourquoi ne pas utiliser l'empreinte digitale comme remplacement du code PIN? La majorité des smartphones en sont aujourd'hui équipés et d'autres applications fintech comme Revolut le font déjà. Oui, alors c'est vrai que je réalise avec cette question que je n'ai pas parlé de cette solution tout à l'heure avec ma petite histoire de code PIN. Et en fait, on le fait déjà. On propose le fingerprint sur Android et le Touch ID sur iOS à la place du code PIN. Parfois, on a des problèmes, ils se désactivent. Et donc, c'est là où les gens n'ont plus leur code PIN. Enfin, on a plein de bugs comme tout le monde. Et donc, il y a des choses comme ça qui sautent parfois. Mais il y a aussi des gens qui préfèrent mettre un code PIN. Donc, il faut qu'on réponde à tous les besoins. Et justement, j'enchaîne sur une question sur la privacy. Ça, c'est une question de Sacha. Comment répondez-vous aux normes PCI qui permettent de sécuriser le stockage des informations bancaires de vos users? Alors, c'est une question très technique. J'aimerais bien avoir mon CTO à côté de moi pour y répondre. Donc, en gros, comment vous gérez les datas de vos utilisateurs? Mais en gros, toutes les datas bancaires, nous, on n'a aucune information bancaire en clair sur Pumpkin. Toutes les cartes sont stockées chez Payline, qui est le leader européen du stockage de cartes bancaires. Et on bosse. Nous, on n'a aucun agrément. On est agent d'une banque qui s'appelle MangoPay, qui a été créée par Litchi. Et donc, c'est eux qui gèrent toute cette partie bancaire chez nous. Donc, nous, on n'a aucune info en clair chez Pumpkin. Tout est stocké chez Payline. Et du coup, là, j'ai une question pour tout le monde. Comment, donc c'est par rapport à, j'imagine, une idée de début de solution, comment fait-on pour être considéré comme une banque? Est-ce que faut-il se déclarer comme une CERFA? Ça, c'est une question de Dylan. C'est un peu plus compliqué qu'un CERFA. Ouais, je pense aussi. C'est des gros dossiers, beaucoup de temps, des années, des mois, voire parfois une année, et beaucoup d'argent. Mais peut-être que vous pouvez en dire plus. Ouais, c'est un peu c'est un gros CERFA. Il faut aussi des fonds propres. Il faut avoir de l'argent chez soi qui permettent d'encaisser en cas de perte, de départ massif d'utilisateurs, de pouvoir assurer votre activité. Il faut aussi embaucher des commissaires aux comptes. C'est des gens chez vous qui font ça. Voilà. Et du coup, vu que tu tiens le micro, Florent,
J'enchaîne avec toi. Une question de Jean. Bonjour, pourquoi utiliser le chatbot sur Messenger? J'ai un peu peur que Facebook enregistre mes données, pour rester sur la question de la privacy. Ouais, c'est une très bonne question. Si par exemple, aujourd'hui dans Facebook, le texte qui est dans Facebook, potentiellement, il n'y a pas d'encryption end-to-end. Donc potentiellement, Facebook a accès au texte qu'il y a dans les messages qu'on envoie. C'est pour ça que nous on a fait le choix de ne pas du tout mettre vos transactions bancaires en clair, en texte, dans les messages. Vous loadez des WebView à l'intérieur. Et ça, pour le coup, Facebook, c'est pas loadé dans Facebook, c'est une WebView. Et du coup, j'enchaîne avec une question de Bastien, mais c'est pas le seul. Pourquoi Facebook, pourquoi Messenger et pas WhatsApp? Parce que WhatsApp, c'est pas encore possible d'avoir du contenu comme ça. WhatsApp y arrive bientôt. Aujourd'hui, il y a WhatsApp for Business, ça vous permet d'échanger avec vos clients. On arrive bientôt sur des modèles WhatsApp est en train de développer une API un peu plus complexe. Je pense que je ne révèle rien si je dis que chez Bruno, on y pense pas qu'en se rasant le matin. Et du coup, je vais faire un bouquet de 2 questions, une de Jacques et une de Pierre. Du coup, s'ils n'ont pas tout compris, au final, Bruno, c'est quoi? C'est un chatbot qui fait un virement automatique. Et la deuxième, c'est comment vous financez-vous? Alors, Bruno, c'est un compte Bruno. On opère un peu comme une petite banque, si vous voulez. Donc, c'est un compte Bruno qui se remplit automatiquement depuis votre compte courant. Okay, du virement automatique. Et ensuite, oui, ça se passe à l'intérieur de Messenger. Ça se passera bientôt à l'intérieur d'app iOS ou en Android. Ensuite, sur la question de la rémunération, elle est vraiment importante. Aujourd'hui, on perd de l'argent, on ne gagne pas d'argent. Ça y répond assez clairement. Comment on va en gagner? Nous, dès le mois prochain, on lancera un livret Bruno, en partenariat avec un établissement financier, qui vous versera des intérêts. Donc le compte Bruno va devenir en fait un compte rémunéré. Et nous, on va prélever une partie de ces intérêts. Voilà. C'est comme ça qu'on se finance. Du coup, pour Pierre-Emmanuel, j'ai un peu la même question. Oui. Comment vous financez-vous? Modèle économique. Alors déjà, nous, on a pris un parti fort. C'est qu'à la différence de nos cousins du crowdfunding, de la finance participative, donc de plateformes que vous devez connaître comme KissKiss, BankBank ou Ulule, on a pris le parti de ne pas se rémunérer sur une commission sur les transactions qu'on opérait. Et donc, nous, quand vous faites un arrondi à la caisse de votre supermarché, il y a marqué 100% du don est reversé aux associations. Après, il faut bien qu'on se rémunère comme toute entreprise. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se rémunère sur les budgets de responsabilité sociale des entreprises. De plus en plus, les entreprises allouent des budgets à ces sujets. Et en fait, on leur vend du service. On leur vend du service pour mettre en œuvre nos dispositifs, donc les accompagner sur les volets juridiques, fiscaux et comptables, sur l'interfaçage avec les systèmes d'information, donc que ce soit les systèmes d'encaissement ou les systèmes de monétique, de paiement ou les systèmes de gestion de paye. On s'interface avec ces différents SI. Vous le savez, de plus en plus dans les entreprises, les sujets de sécurité, de protection des données personnelles, surtout avec la RGPD, là, les entreprises elles sont assez crispées sur le sujet. Pour vous donner un exemple, un de nos plus gros clients sur le don sur salaire, c'est Thales. Thales, vous voyez un peu le métier, c'est entre autres des armes. La question de la sécurité est un peu importante. Et donc, nous, c'est formulaire de questionnaire de sécurité de 300 questions, test de pénétration pour essayer de faire tomber l'outil. Et ils se connectent sur notre plateforme avec leur SSO, leur système de gestion des identités. Et donc, on leur vend des services pour les accompagner dans la mise en œuvre de nos outils. Et ensuite, c'est le modèle SaaS. Il y a un run, un récurrent pour avoir accès à la maintenance et de la plateforme au support. Alors, une question du coup qui est beaucoup moins technique de la part de Victor, qui revient sur le fait, est-ce que le fait de faire des dons, de ces dons-là, les micro-dons, donc, fait-il bénéficier de réduction d'impôts? Alors oui. Alors sur les arrondis à la caisse, la logique économique à vouloir émettre un reçu fiscal pour un don de 15 centimes, elle est quand même assez faible. Donc on ne l'encourage pas des masses.
même si elle reste possible. En revanche, sur le don, sur les bulletins de salaire, c'est un don récurrent qui est mensuel. Donc en moyenne, il y a aujourd'hui 20% des salariés d'une boîte, quand une boîte a mis en place le don de salaire, qui participent avec un don moyen de 3,50 € en mensuel. À la fin de l'année, ça fait une petite somme et on édite des reçus fiscaux. En fait, on s'adosse à un fonds de dotation qui s'appelle le Réflexe Solidaire, qui lui, alors pour le coup, à la différence de mes petits camarades, moi je suis plus sur le sujet, donc il y a des petites dérogations des SP2 et autres pour le champ du solidaire, et donc c'est un fonds de dotation qui va collecter et redistribuer l'intégralité des dons. Donc moi, il y a un CERFA pour avoir un reçu fiscal à la fin de l'année. Moi j'ai ma question personnelle, excusez-moi. Du coup, tu parlais du retail pour ceux qui adoptent Microdon. Il y a aussi la grande distribution. Et du coup, c'est une démarche purement intérêt général ou c'est un rapport avec le démarche RSE, se donner une bonne image? À quoi ça sert d'offrir le service Microdon? Alors, il y a toujours, enfin, la grande distribution alimentaire, c'est compliqué. On a une relation complexe. Parfois, ça a été très compliqué pour nous. Souvent, voilà, ils veulent un peu le beurre, l'argent du beurre, la crémière et aussi de la crémière. Et donc, c'est un petit peu, on a des relations parfois un petit peu, ou eu des relations un peu difficiles. Donc, on est plutôt sur la distrie spécialisée parce que la distrie alimentaire, c'est un peu complexe. Évidemment, il y a un enjeu d'image, de dire, voilà, on fait quelque chose de solidaire. Mais il y a aussi cette idée de s'ouvrir à ces parties prenantes, d'essayer d'intéresser les parties prenantes locales, d'essayer de financer des projets d'associations locales et d'être plus ancrés sur leur territoire. Donc voilà. Après, c'est clair qu'elles font aussi ça pour de la com, quoi. Mais moi, j'ai eu souvent cette question, c'est mais pourquoi est-ce que vous travaillez avec la grande consommation, l'antre du consumérisme? Nous, on a aussi ce parti pris qui est de dire que dans toutes ces organisations, dans toutes ces entreprises, il y a des gens comme vous, comme moi, des gens de vos familles, et qu'il faut aussi les transformer de l'intérieur, et qu'à force de mettre en place ce type d'initiative, on espère qu'elles vont aussi changer leurs pratiques. Ça marche, merci. J'ai une autre question pour Mayol. Du coup, on reste sur les grandes institutions et les petits poissons. Alors, du coup, une question de Cédric. L'année dernière, le Crédit Mutuel Arkea semble avoir acheté 80% du capital de l'appli. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Qu'est-ce qu'une néobanque? Alors, en effet, 80% de Pumpkin a été racheté il y a 1 an par le Crédit Mutuel Arkea. C'est une banque bretonne qui a investi dans beaucoup de fintech. Nous, on bosse dans les mêmes bureaux que Litchi. Je ne sais pas si vous connaissez les cagnottes Litchi, qui ont aussi été rachetés par Arkea. Et du coup, on savait déjà que ça se passait super bien, que ça allait être possible de rester dans une ambiance hyper start-up et qu'on allait continuer à être à l'initiative de nos propres projets. Donc concrètement, ce que ça change, c'est qu'on a plein d'argent et du coup, on peut vraiment avancer beaucoup plus vite. On peut recruter des bonnes personnes. On était jusqu'alors une équipe hyper jeune beaucoup de personnes de Pumpkin et on était à leur premier job, et donc on peut senioriser nos équipes, recruter des personnes qui sont meilleures que nous, qui sont plus experts dans leur domaine, et du coup ça c'est une chance énorme. Et il y avait une deuxième question, mais... C'est quoi une néobanque? Une néobanque, c'est une banque, donc une banque qui essaye de répondre aux problématiques. Déjà, c'est une banque digitale, donc web ou mobile, donc en général, qui n'a pas d'agence, donc qui n'a pas de conseiller et qui essaye de répondre aux écueils des grandes banques traditionnelles actuelles, et donc qui petit à petit, en général, donc c'est pas possible d'offrir tous les services d'un coup, mais qui vont commencer par faire un compte courant, proposer une carte, puis ensuite permettre d'épargner, et puis voilà, faire de l'agrégation de comptes dont on parlait. Enfin, il y a pas mal d'innovations qui sont possibles ensuite. Merci Mayol. Je vais reposer une question à Florent. Donc j'avoue que moi j'ai pas la réponse. Donc une question de Léo, pourquoi ce serait à Bruno donc de se faire prélever une commission sur nos intérêts
pour votre rémunération lorsque des logiciels mettent déjà en place ce système? Alors, je suis pas sûr de voir quel, logiciel Ouais, on parle ici. Je n'étais pas persuadé non plus. Déjà, je peux pas trop en révéler sur un peu ce livret parce qu'il est pas encore ouvert et on le sort bientôt. Mais la rémunération totale du livret sera supérieure à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Donc on est très heureux de lancer ça et je ne pense pas qu'on ira vers... je pense pas qu'il y ait à ma connaissance, il n'y a pas de solution concurrente qui offre cette rémunération. Après, juste pour nuancer le propos un peu de la rémunération et tout, nous, nos utilisateurs viennent avant tout pour la facilité d'usage. L'idée d'avoir quelqu'un, ce Bruno qui une fois par semaine vous fait mettre de l'argent de côté, c'est plus ça. Vous pouvez le faire hein, vous-même, hein, allez mettre de l'argent de côté, allez vous connecter sur le site de votre banque, allez faire le transfert, allez calculer le bon montant à mettre de côté. Moi, je le faisais pas. Voilà. Et moi non plus. Et du coup, j'ai une question pour toute l'Assemblée à Paris et en région. Alors, c'est un peu moins la mode, mais c'est encore là. On lance une application, tout ça. Et là, j'ai la question, c'est comment vous faites, après avoir lancé votre idée, gagner de la popularité, acquérir des utilisateurs, faire communauté, notamment pour toi sur Messenger? Nous, jusqu'ici, on a eu vraiment une approche hyper naïve. On était... jusqu'à très récemment, Bruno, là, c'est en train d'embaucher. On est sur une forte accélération. J'en profite pour passer un mot à l'Epitech en général. C'était de dire que aussi, vous avez une adresse qui s'appelle jobs@ibruno.com et je vous invite à y laisser un message. Mais jusqu'ici, on cherche notamment un software engineer. Et j'ai cru comprendre que même si vous étiez en 3e année, vous aviez la possibilité d'effectuer un stage. Néanmoins, donc, avant ça, Bruno, c'était une boîte, il n'y avait que des ingénieurs dedans. On n'a eu personne de marketing dedans. Le marketing, je m'en suis un peu occupé. Et vous pouvez me voir aujourd'hui, croyez-moi, le marketing, à la base, c'est pas ma tasse de thé. Et on a eu l'approche hyper naïve de dire si on fait un bon produit, les gens vont parler autour d'eux et on va avoir plus d'utilisateurs. Et franchement, ça a marché. Aujourd'hui, on acquiert des utilisateurs de façon complètement organique. Les gens partagent Bruno à l'intérieur directement depuis Bruno. Et on a été vachement mis en avant par Facebook sur leur onglet aussi Discovery. Si vous allez dans Messenger, en bas à droite, vous avez un onglet Découvrir et vous allez voir un peu les bots populaires. Et généralement, Bruno est dans le top 3. Il y a ces bots populaires du moment. Et ça aussi, ça nous a ramené pas mal d'utilisateurs. Et je pense que c'est parce qu'on avait fait juste un bot simple qui fonctionnait bien avec peu de personnes qui le bloquaient. Voilà, c'est une approche très, très ingé. Alors j'ai bien entendu, juste une petite pour la route, la dernière. T'es pas un chatbot, mais t'es sur Messenger. Il y a combien de chatbots sur Messenger à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle? Alors il y en a vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, pour parler, donc nous on a été, au moment où on a lancé Bruno, on est rentré dans le startup garage de Facebook, qui était un peu le programme d'innovation de Facebook. On a été repéré 3 mois après notre création. On était vraiment la plus jeune startup à l'intérieur de ce programme d'accélération de Facebook. On connaît bien les équipes de Facebook Messenger. Il y a beaucoup de Français même qui travaillent chez Messenger. En gros, Facebook, quand ils ont lancé les bots à l'intérieur de Messenger, l'idée première, c'était de dire, OK, il nous faut des bots, quoi. Il nous faut des bots sur la plateforme pour attirer des utilisateurs. Il y a vraiment eu beaucoup de bots de créer, notamment, et ça a été facilité par des plateformes comme Chatfuel, derrière, qui permettait en 2 secondes de créer un bot pas trop bête. Ça a créé beaucoup de bots, beaucoup d'engouement pour les bots, beaucoup aussi de mauvaise presse pour les bots. C'est pas forcément les meilleurs bots qu'on retrouvait à ce moment-là. Aujourd'hui, Facebook est beaucoup plus dans une logique de qualité plutôt que de quantité. Donc là, on va commencer à arriver justement sur une logique un peu plus iOS, Android, en mode plus iOS même, en mode faut montrer patte blanche, vous faites pas n'importe quoi avec un bot. Et je pense que ça va réduire le nombre de bots, ou du moins, en tout cas, la qualité des bots à l'intérieur de Messenger sera bien meilleure. Voilà. Ok. Et je fais juste le micro pour Pierre-Emmanuel. C'est juste pour dire qu'en fait, sur le micro-don, on a eu un projet Moonshot de la 3e année de l'année dernière. Et ça me fait penser, eux, ils étaient justement sur le micro-don pour les projets locaux.
donc du quartier, et c'était par rapport au boulanger. Il fallait que ce soit du hardware avec un truc hyper compliqué. Est-ce que ça fait partie de vos axes de développement, d'être sur le micro-don pour des micro-projets hyper local? Alors en fait, on a commencé comme ça. Le pilote que j'évoquais, c'est que ma carte microdon, c'était dans un intermarché des Yvelines pour une association locale de proximité. Sauf que les SI de la grande distrie ou de la distrie spécialisée, tout est hyper centralisé et en fait le volume aujourd'hui il est là et c'est d'une complexité aujourd'hui très 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 forte que d'aller, c'est toujours le sujet du dernier kilomètre. Et d'aller chercher le boulanger ou le boucher, son SI d'encaissement ou son SI de paiement et de remonter tout ça, c'est l'enfer. C'est hyper compliqué aujourd'hui. Il y a une très grande hétérogénéité des SI. Et donc aujourd'hui, voilà, on n'est pas là-dessus. On travaille avec les très gros monéticiens comme Ingenico, Verifone ou Atos. Pour le greffer sur des solutions ultra centralisées. Demain, on y viendra et il y a la révolution FinTech qui est en train d'arriver qui fait qu'il va y avoir des nouveaux compétiteurs qui vont aller attaquer ce marché et ce sera plus simple ensuite pour nous de s'y greffer, quoi. Ok. Donc il est 12h30, ça commence la concentration se perd, donc je vous remercie. Merci à vous. Vous pouvez les applaudir. Et juste un petit mot, enfin nous, toi aussi, je pense qu'on cherche tous des stagiaires pour le prochain semestre. Nous, on a 60% de filles, c'est aussi un truc sympa, pas que des ingénieurs. Voilà, et il faut, à chacun ses petites techniques pour recruter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À bientôt. S'il vous plaît. 2 secondes. Pierre-Emmanuel, c'est bon. C'était le moment RH. Excusez-moi, je parle aussi aux régions. On commence à avoir plein de feedback de mentors, notamment ici à Paris, mais en région c'est pareil. N'hésitez pas à penser. Alors déjà, regardez bien ce que c'est la différence entre le B2B et le B2C. Partez pas forcément dans vos idées dans les après-midi sur du business to consumer, donc aux usagers finaux. Il y a beaucoup de potentialités sur le business to business. Il y en a qui arrivent, on a vu ça ce matin. Et en tout cas, amusez-vous cet après-midi, on voit ça tout à l'heure. Et à demain. Merci.